Ils ont soulevé le lourd couvercle en basalte et l'air à l'intérieur de la tombe n'avait pas bougé depuis près d'un millénaire. Au cœur des falaises des hauts plateaux éthiopiens, des scientifiques cherchaient de rendre des indices sans sur les célèbres églises taillées dans la roche. Ce qu'ils ont trouvé était une bombe biologique. Le squelette à l'intérieur était enveloppé dans de la soie ancienne, et son ADN racontait une histoire de voyage océanique, de routes commerciales secrètes et d'alliances interdites. Ce n'était pas simplement un marchand riche. C'était un homme qui a redéfini la religion d'un continent entier. La chronologie que nous avons tous apprise à l'école est erronée, et cette tombe le prouve. La découverte de 2023. Allons droit au but. En 2023, le monde de l'archéologie a été bouleversé. Nous parlons des montagnes de Siméon, un endroit qui ressemble à une autre planète. C'est escarpé haut et plein de secrets. L'air y est rare à plus de 10 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. C'est un endroit où des moines ont vécu dans des grottes pendant des siècles, priant en silence loin du bruit du monde. Les habitants ont toujours murmuré à propos de tombes cachées et de lieux sacrés sous ces falaises. Ils racontent des histoires de saints et de rois enterrés dans des chambres secrètes pour les protéger des pillards. La plupart des historiens ont traité cela comme de simples histoires, mais ce que les chercheurs ont trouvé près de Lalibela n'était pas un murmure. C'était un cri. Une équipe s'affairait à restaurer une église historique, l'une de ces célèbres structures sculptées dans la roche vivante. Ces lieux sont anciens. Nous parlons du XIIe siècle ou même avant. En déblayant les débris d'un mur effondré, ils sont tombés sur un sarcophage en basalte. Maintenant, il faut comprendre quelque chose à propos du basalte. C'est une roche volcanique. Elle est incroyablement lourde. Elle est incroyablement difficile à tailler et on ne l'utilise pas pour n'importe qui. On ne traîne pas un bloc de pierre volcanique de 2 tonnes en haut d'une montagne pour une personne ordinaire. Celui qui était à l'intérieur de cette boîte était important. Un roi, un saint, c'est ce qu'il pensait. Ils l'ont ouvert avec précaution. L'odeur de siècles d'air stagnant s'est échappée. À l'intérieur, ils ont trouvé des restes squelettiques. Mais voici le hic. Les os étaient enveloppés dans des morceaux de tissu. Lorsqu'ils ont analysé les fibres, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait de soie. De la soie. Au milieu des hauts plateaux éthiopiens, il y a 1000 ans. La soie ne pousse pas en Éthiopie. Au Xe siècle, la soie provenait d'un seul endroit, la Chine. Elle devait parcourir des milliers de kilomètres le long de la route de la soie à travers la Perse, à travers l'océan Indien, puis être transportée sur ces montagnes traîtresses sur le dos des ânes. Trouver un corps enveloppé dans de la soie ici, c'est comme trouver une Ferrari dans une grange médiévale. Cela a immédiatement dit aux chercheurs que ce n'était pas un prêtre local ordinaire. L'équipe dirigée par des experts de Harvard et d'autres grandes universités a décidé d'approfondir leurs recherches. Ils ne se sont pas contentés d'examiner les os, ils ont ciblé l'os pétreux. Si vous n'êtes pas un passionné de biologie, laissez-moi expliquer. L'os pétreux est cet os minuscule en forme de pyramide situé dans l'oreille interne. C'est l'os le plus dur et le plus dense du corps humain. Parce qu'il est si dense, il protège l'ADN mieux que n'importe quelle autre partie du squelette. C'est essentiellement la boîte noire du corps humain. Même après 1000 ans, s'il reste un code génétique, il se cache là-dedans. Ils ont extrait le matériel génétique et ont effectué la séquence. Ils s'attendaient à voir un profil génétique local. Ils pensaient voir des marqueurs typiques de la population éthiopienne des hauts plateaux, un mélange d'ascendance africaine et sémitique qui remonte à des milliers d'années. Au lieu de cela, les écrans d'ordinateur se sont illuminés avec quelque chose de complètement différent. Ils ont comparé cet individu, appelons-le le prêtre marchand X, avec 80 autres individus provenant de sites d'Afrique de l'Est et 93 génomes modernes. Les résultats étaient déroutants. Cet homme avait une ascendance significative provenant de l'Asie du Sud-Ouest. Plus précisément, ses marqueurs ADN remontaient à la Perse, l'Iran moderne et certaines parties de l'Inde. Et il n'était pas seul. L'étude suggérait qu'il n'était pas un voyageur aléatoire perdu. Les données montraient un schéma. Vers l'an 1000, il y avait un flux significatif de gènes provenant de ces régions asiatiques vers l'Afrique de l'Est. Et tenez-vous bien, ce n'était pas une invasion. D'habitude, lorsque vous voyez de l'ADN étranger apparaître soudainement dans les archives historiques, cela signifie la guerre. Cela signifie des soldats entrant conquérants et laissant leur marque. Mais la répartition génétique ici était différente. L'ADN montrait que ce sont principalement des hommes qui arrivaient et avaient des enfants avec des femmes locales, et ces enfants restaient. Cela suggère des mariages. Cela suggère des alliances commerciales.
Cela suggère que ces hommes persans et indiens étaient accueillis dans la communauté. Ils épousaient les filles de l'élite locale. Ils devenaient partie de la famille. Cela brise complètement l'ancienne chronologie. Avant cela, les historiens pensaient que l'influence asiatique en Éthiopie ne commençait vraiment qu'à une date beaucoup plus tardive, peut-être autour des années 1400 ou pendant l'ère portugaise. Ils pensaient que la dynastie Zagoué et les dirigeants de cette époque étaient des zélotes isolés, cachés dans leurs montagnes, repoussant les menaces et construisant leurs églises dans une totale solitude. Mais cette tombe dit le contraire. Elle nous dit qu'il y a presque 500 ans plus tôt que ce que nous pensions, il y avait une connexion florissante de haut niveau entre le royaume chrétien d'Éthiopie et les marchands de la route de la soie et de l'océan Indien. Pensez aux implications ici. Nous ne parlons pas seulement d'échanges d'épices ou d'or. Lorsque les gens se déplacent, les idées se déplacent. La religion se déplace. La technologie se déplace. Si cet homme était un marchand vivant en tant que prêtre ou haut fonctionnaire, cela signifie que le tissu même du christianisme éthiopien était tissé avec des fils provenant de la Perse et de l'Inde. La datation au carbone des eaux le place vers 950 de notre ère. C'est une époque où la dynastie Zagoué commençait à peine. Cela suggère que cette richesse et cette influence étrangère pourraient avoir été l'étincelle qui a permis la construction de ces célèbres églises taillées dans la roche. C'est fou d'y penser. Pendant des siècles, les gens ont regardé les merveilles de Lalibela et ont dit que des anges devaient les avoir construites ou que c'était trop avancé pour l'époque. Maintenant, la science nous dit que ce n'étaient pas des anges. C'était un réseau mondial de commerce et de foi qui a réuni les meilleurs esprits et les poches les plus profondes dans les hauts plateaux africains. Mais pour comprendre pourquoi c'est un tel choc, nous devons examiner l'histoire qui nous a été racontée auparavant. Plus que du commerce. Pour comprendre pourquoi ce résultat ADN est si important, nous devons examiner ce que nous pensions savoir. L'histoire standard du christianisme éthiopien se présente comme suit. L'Éthiopie a adopté le christianisme dès le IVe siècle. C'est incroyablement tôt. Nous parlons du royaume d'Aksum qui était l'une des 4 grandes puissances du monde ancien aux côtés de Rome, de la Perse et de la Chine. Le roi Asana était celui qui a rendu cela possible. Il s'est converti au christianisme et a commencé à frapper des pièces avec la croix dessus. Il était en fait le premier roi au monde à mettre la croix sur la monnaie. Pendant des centaines d'années, Aksum était une puissance. Il contrôlait le commerce de la mer Rouge. Il contrôlait le flux de biens entre l'Empire romain et l'Inde. Ils étaient riches, puissants et connectés. Mais ensuite, l'histoire devient sombre. Au 7e siècle, l'islam a commencé à se répandre à travers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Les grands califats islamiques se sont levés et ont pris le contrôle des routes commerciales. Ils ont pris l'Égypte. Ils ont pris la péninsule arabique et ils ont pris la côte de la mer Rouge. Les livres d'histoire nous disent qu'Aksum a été coupé. Ils disent que le royaume chrétien s'est retiré dans les montagnes. Ils ont perdu leur port. Ils ont perdu leur marine. Ils sont devenus une île de christianisme dans une mer d'islam. Ils étaient censés être isolés seuls et déconnectés du reste du monde pendant près de 1000 ans. Cette théorie de l'isolement a été le principal récit pendant des décennies. Elle dresse le tableau d'un royaume tenu par un fil sans amis et sans aide extérieure. Elle rend les réalisations de la dynastie Zagoué ultérieures comme ces incroyables églises presque magiques, car ils l'auraient supposément fait sans aucune ressource du monde extérieur. Il y a même une citation célèbre d'un historien nommé Edward Gibbon qui a dit que les Éthiopiens dormaient près de 1000 ans oubliant le monde par lequel ils étaient oubliés. Mais c'est ici que la tombe oubliée vient perturber le mécanisme. Les preuves ADN ne montrent pas d'isolement. Elles montrent une fête. Le génome de notre mystérieux prêtre marchand X et des autres analysés dans l'étude montre un mélange. Nous voyons environ 45% de leur ascendance provenant de mâles d'Asie du Sud-Ouest. C'est un chiffre énorme. Vous n'obtenez pas 45% d'une population portant de l'ADN étranger si le pays est verrouillé et isolé. Cela signifie que pendant que les cartes politiques montraient des frontières et des conflits, les gens réels se déplaçaient librement. La mer Rouge et l'océan Indien n'étaient pas des barrières, ce étaient des autoroutes. Imaginez la scène. Sur la côte, les ports bourdonnaient. Les dos, ces navires de pêche traditionnels avec des voiles triangulaires, profitaient des vents de la mousson. Ces vents sont comme un tapis roulant. Pendant 6 mois, ils soufflent dans un sens poussant les navires d'Inde et de Perse vers l'Afrique. Pendant les 6 mois suivants, ils soufflent dans l'autre sens, les renvoyant chez eux.
Ces navires apportaient de l'ivoire, de l'or, de l'encens et des carapaces de tortues hors d'Afrique, et ils apportaient de la soie, de la céramique, du verre et apparemment des gens. La découverte de porcelaine chinoise et d'autres fouilles le long de la côte soutient cela. Mais trouver l'ADN dans les montagnes change la donne. Cela signifie que ces commerçants ne restaient pas seulement sur la plage, ils parcouraient des centaines de milles à l'intérieur des terres dans l'air rare des hauts plateaux. Cela change complètement la perspective de l'histoire. Cela suggère que le royaume chrétien ne se cachait pas dans les montagnes par peur. Ils étaient vraiment des acteurs actifs sur la scène mondiale. Ils avaient des alliés, ils avaient des partenaires, des partenaires riches. Regardons à nouveau le timing. La tombe est datée autour de 950 à 1000 de notre ère. C'est une période fascinante. Elle est connue sous le nom de période post-Aksumite, ou parfois les âges sombres de l'Éthiopie. Il y a une légende sur une reine guerrière nommée Gudit, parfois appelée Judith. L'histoire dit qu'elle était une reine païenne ou juive féroce qui est venue de nulle part, a détruit l'empire Aksumite, a brûlé les églises et a renversé les piliers. Elle est le croque-mitaine de l'histoire éthiopienne. Les historiens ont toujours débattu de savoir si elle était réelle ou juste un mythe pour expliquer l'effondrement de l'Empire. Mais si nous avons des marchands persans s'installant dans les hauts plateaux au même moment où Gudit était censé tout détruire, cela complique le tableau. Peut-être que l'effondrement n'était pas une destruction totale. Peut-être que c'était un changement. Le centre du pouvoir s'est déplacé vers le sud, loin de l'ancienne capitale d'Aksum, vers la région de Lasta où se trouve aujourd'hui Lalibela. Et peut-être, juste peut-être, ce changement a été financé par ses nouveaux alliés. Certains chercheurs examinent maintenant la connexion persane sous un nouveau jour. Il existe de vieilles traditions orales des histoires que les gens ont rejetées comme des contes de fées qui parlent de princes persans fuyant des conflits religieux dans leur patrie et trouvant refuge en Éthiopie. À cette époque, le califat abbasside sévissait contre d'autres groupes au Moyen-Orient. Il est très probable que des chrétiens et même des zoroastriens de Perse cherchaient un havre de paix. Et où sont-ils allés ? Ils sont allés au seul endroit qu'ils savaient et amical, les hauts plateaux chrétiens d'Éthiopie. Donc au lieu d'être isolé, l'Éthiopie était probablement un sanctuaire. C'était un endroit où des réfugiés avec de l'argent, des compétences et des connexions commerciales pouvaient recommencer. Et ils ne se contentaient pas de rester dans des camps de réfugiés. Ils épousaient la noblesse. Ils devenaient prêtres. Ils devenaient partie du système. Cela explique tant de choses qui étaient déroutantes auparavant. Les historiens de l'art ont toujours remarqué des détails étranges dans l'art religieux éthiopien de cette période. Il y a des séraphins ailés et des motifs géométriques complexes qui ressemblent beaucoup à des designs persans. Auparavant, les experts haussaient les épaules et disaient que peut-être ils avaient vu une image quelque part. Maintenant, nous savons. Ils n'ont pas juste vu une image, les artistes pourraient avoir été les enfants de ces immigrants persans. L'influence était dans leur sang. Mais qui était cet homme spécifique et pourquoi a-t-il été effacé de l'histoire ? La théorie du prince perse. Alors qui était ce gars qui était le prêtre marchand X ? La science nous donne son code biologique, mais l'histoire nous donne le mystère. Nous savons qu'il a vécu vers le Xe siècle. Cela le place juste au début de la dynastie Zagoué. Maintenant, les Zagoué sont ceux qui ont construit les célèbres églises de Raccoon. Le roi Lalibela est la superstar de cette époque, mais les Zagoué ont toujours été un peu controversés dans l'histoire éthiopienne. Vous voyez, la dynastie qui est venue après eux, la dynastie solomonique, prétendait être les véritables descendants du roi Salomon et de la reine de Saba. Pour se donner une meilleure image, ils ont essayé d'effacer les Zagoué. Ils ont dépeint les Zagoué comme des usurpateurs, comme des dirigeants illégitimes qui ont pris le pouvoir alors qu'ils ne le devraient pas. À cause de cette campagne de diffamation politique, beaucoup de documents écrits de la période Zagoué ont été détruits ou réécrits. Elle est comme la version ancienne de la suppression de fichiers d'un disque dur. C'est pourquoi cet ADN est si crucial. C'est un enregistrement qui ne pouvait pas être brûlé. C'est un enregistrement qui ne pouvait pas être modifié par des rois ultérieurs qui voulaient changer l'histoire. Voici une théorie audacieuse qui gagne du terrain. L'ADN montre un lien fort avec Shiraz en Perse. Shiraz était un important centre culturel connu pour sa poésie, son vin et son architecture. La théorie suppose que ces immigrants n'étaient pas de simples commerçants aléatoires. Ils auraient pu être des maîtres bâtisseurs et des architectes fuyant l'instabilité. Si vous êtes un roi comme Lalibela,
et que vous voulez construire un nouveau Jérusalem en Afrique, ce qui était son objectif déclaré, vous avez besoin de deux choses, de l'argent et du savoir-faire technique. Vous avez besoin de liquidités pour payer des milliers de travailleurs et vous avez besoin d'ingénieurs qui savent comment tailler des structures complexes dans la roche solide sans que tout ne s'effondre sur votre tête. Les connaissances locales étaient incroyables absolument. Les Éthiopiens travaillaient la pierre depuis des siècles, mais imaginez injecter ce génie local avec les connaissances mathématiques et architecturales de l'Est et imaginez le financer avec la richesse du commerce de l'océan Indien. Le prêtre marchand X aurait pu être un financier. Dans le monde médiéval, la frontière entre marchands et figures religieuses était souvent floue. Les églises et les monastères étaient des banques. Ils détenaient la richesse. Ils stockaient l'or. Un homme capable de gérer des routes commerciales, de parler les langues de l'Est et de comprendre les systèmes bancaires complexes de la route de la soie serait inestimable pour l'Église. Il aurait pu être l'intermédiaire, celui qui s'assurait que l'or de l'intérieur atteignait la côte et que les biens de luxe et les plans architecturaux revenaient en haut de la montagne. La soie trouvée sur ces eaux est la preuve accablante. Pensez à ce que la soie signifiait à l'époque. Elle était plus légère que le coton, plus résistante que la laine et brillait à la lumière. C'était un symbole de statut de premier ordre. Qu'un homme soit enveloppé de soie signifie qu'il baignait dans la richesse. Cela signifie qu'il était honoré. Mais voici le hic. Il a été enterré dans un contexte chrétien, probablement avec des rites chrétiens. Cela suggère une profonde intégration. Ce n'était pas un invité étranger. C'était un croyant. Cela nous ramène à la tombe oubliée. Pourquoi a-t-elle été oubliée? Lorsque la dynastie solomonique a pris le pouvoir en 1270, elle voulait souligner son lien avec les terres bibliques d'Israël, pas avec la Perse ou les marchands. Il voulait alors sans doute que le récit soit celui d'une lignée ancienne et pure venant de la reine de Saba. Les contributions de ces familles de marchands mixtes auraient pu être gênantes pour la nouvelle histoire. Il est possible que les nouveaux dirigeants ne voulaient pas admettre que leurs grandes églises étaient financées par le commerce perse ou influencées par du sang étranger. Ils ont donc été effacés. Leurs noms ont été omis des listes. Leurs tombes ont été scellées et recouvertes de plâtre. Ils sont devenus des fantômes. Mais la biologie se souvient. Le fait que cette tombe spécifique ait été trouvée lors de la restauration d'une église dédiée à Saint Georges est poétique. Saint Georges est le saint patron de l'Éthiopie, mais il est aussi très important au Moyen-Orient. Il est un pont entre les cultures. Ce gars, le prêtre marchand X, représente un chapitre perdu du cosmopolitisme. Il prouve que l'Éthiopie médiévale était multiculturelle. Ce n'était pas un royaume d'ermites. C'était un carrefour. C'était un endroit où l'on pouvait entendre des prières, en géer des affaires en arabe et peut-être même de la poésie en persan, tous à l'ombre de la même croix. Cela vous fait vous demander quels autres secrets sont cachés dans ces montagnes. L'étude a analysé 80 individus, mais il y a des milliers de tombes. Si nous commençons à en ouvrir plus, trouverons-nous de là des haines de Chine, de Venise, d'Inde. Les montagnes de Siméon regorgent de grottes et de cryptes qui n'ont pas été touchées. Cette seule découverte n'est que la pointe de l'iceberg. Elle suggère que l'histoire de cette région est beaucoup plus complexe et beaucoup plus mondiale que quiconque ne l'a cru. Et en parlant de complexité, parlons des bâtiments impossibles qu'ils ont laissés derrière eux. Concevoir l'impossible. Vous ne pouvez pas parler de cette découverte ADN sans parler de ce que ces gens ont réellement construit. Les églises taillées dans la roche de Lalibela sont sans exagération l'une des merveilles du monde. Et honnêtement, elles ne devraient pas exister. Nous ne parlons pas de prendre des pierres et de les empiler comme les pyramides ou une cathédrale en Europe. C'est difficile, mais c'est simple. Si vous faites une erreur avec une brique, vous la démontez et en mettez une nouvelle. La Libella est différent. C'était une soustraction. Ils ont trouvé une immense montagne de tufs volcaniques, une roche volcanique rose, et ils en ont taillé une église. Imaginez prendre un bloc de bois et sculpter une maison dedans. Mais le bloc de bois est une montagne et la maison est une cathédrale. Ils ont commencé par le haut et ont creusé vers le bas. Ils devaient visualiser l'ensemble du bâtiment, les piliers, les fenêtres, les escaliers internes, les arcs avant même de faire la première coupe. Une erreur d'horreur, une fissure au mauvais endroit, un glissement du ciseau, et tout est ruiné. Vous ne pouvez pas recoller la roche. La légende dit que le roi Lalibela a construit ses églises au XIIe siècle parce que la route vers Jérusalem était trop dangereuse pour les pèlerins. Les croisades faisaient rage et il était difficile d'atteindre la Terre Sainte. Il voulait donc créer un nouveau Jérusalem là-bas, en Éthiopie. Le mythe dit que les hommes travaillaient
pendant la journée, et que des anges descendaient et faisaient un double shift la nuit. On disait à con que les anges étaient 2 fois plus rapides et 2 fois plus forts que les humains accomplissant en une nuit ce que les hommes ne pouvaient pas faire en une semaine. C'est une belle histoire. Cela ajoute au mystère et à la sainteté de l'endroit. Mais le prêtre marchand et son ADN nous donnent une explication plus concrète mais tout aussi incroyable pour les anges. Si vous avez un afflux d'immigrants riches et qualifiés de Perse et d'Inde se mêlant aux maîtres artisans locaux, vous avez une recette pour l'innovation. Cette technique de sculpture monolithique taillant des bâtiments dans la roche solide existe ailleurs. Regardez les grottes d'Allura en Inde, en particulier le temple Kailasa. Il a été taillé dans une seule face de roche de haut en bas, tout comme la Libella. Il a été construit quelques siècles plus tôt. La connexion avec l'Inde est particulièrement intéressante ici. L'ADN de la tombe a montré environ 10% d'ascendance indienne dans les échantillons. Est-il possible que des connaissances aient été partagées ? Est-il possible que les anges travaillant la nuit étaient en réalité des ingénieurs et des architectes étrangers apportant de nouvelles techniques ? Peut-être utilisaient-ils des outils différents ou des calculs différents que les locaux n'avaient jamais vus auparavant en rendant leur progrès semble surnaturel. Cela ne diminue pas l'accomplissement éthiopien. Le style est distinctement éthiopien. L'art est éthiopien. La liturgie est éthiopienne. Mais l'étincelle, la capacité soudaine d'exécuter ces projets massifs rapidement, pourrait provenir de cette injection de capital et de compétences que l'ADN a révélées. L'ingénierie est époustouflante. Les églises sont reliées par des tunnels, des tranchées profondes et des systèmes de drainage qui fonctionnent encore aujourd'hui. Cela nécessite des connaissances avancées en géologie et en hydrologie. Vous devez savoir comment l'eau s'écoule à travers la roche pour que votre église ne soit pas inondée pendant la saison des pluies. Vous devez savoir quelles couches de roches sont stables et lesquelles vont s'effondrer. La tombe oubliée a été trouvée près de ces structures. Elle place les financiers juste à côté des miracles. Pensez à la logistique. Pour tailler ces églises, vous avez besoin de milliers de travailleurs. Vous devez les nourrir. Vous avez besoin d'outils en faire des tonnes d'outils. La roche volcanique mange le fer. Les ciseaux s'émoussent toutes les quelques heures. Vous avez besoin d'une énorme opération de forgeron. Vous avez besoin de charbon de bois. Vous avez besoin d'une économie massive pour soutenir ce genre de projet. La théorie de l'isolement dit qu'ils l'ont fait seuls sans aide. La théorie du commerce soutenue par cet ADN dit qu'ils l'ont fait parce qu'ils étaient riches grâce au commerce. L'or de l'intérieur éthiopien s'écoulait vers l'océan Indien, et en retour la richesse du monde montait vers les montagnes. Ce boom économique entraîné par les gens dans ces tombes a payé pour les ciseaux. Cela a payé pour la nourriture. Ça a rendu le nouveau Jérusalem possible. Cela rend l'histoire du christianisme en Afrique beaucoup plus dynamique. Ce n'étaient pas juste des moines priant dans des grottes. C'était une société internationale vibrante et riche qui utilisait ses ressources pour créer des monuments à Dieu qui dureraient pour toujours. Et ils ont duré. Pendant que les cathédrales d'Europe brûlaient ou s'effondraient, les églises de la Libella restaient fermes parce qu'elles faisaient partie de la terre elle-même. Elles sont un seul morceau de pierre. Mais si elles avaient autant de connexion avec le monde, quels autres secrets cachaient-elles ? C'est là que les choses deviennent taboles. Une conspiration du silence. Nous avons donc établi que la chronologie est erronée. Nous savons qu'il y avait de l'argent, de la soie et du sang perse dans les hauts plateaux éthiopiens. Mais poussons cela plus loin. Si nous acceptons que l'Éthiopie était un grand carrefour d'intrigues internationales, quels autres mythes pourraient en réalité être vrais ? L'Église orthodoxe éthiopienne a affirmé pendant des siècles que la véritable arché, la boîte contenant les 10 commandements, est conservée dans une chapelle à Aksum. La plupart du monde traite cela comme une légende. Mais pensez-y. Si le prêtre marchand X et son peuple fuyaient la persécution religieuse au Moyen-Orient et qu'ils apportaient leurs richesses et leurs familles en Éthiopie, est-il si fou de penser que d'autres choses ont également été apportées là-bas pour être protégées ? Si l'Éthiopie était la maison de refuge du monde ancien, une forteresse entourée de montagnes que aucune armée ne pouvait conquérir, facilement ce serait l'endroit parfait pour cacher l'artefact le plus dangereux de l'histoire. La présence de chrétiens et de juifs persans, rappelez-vous que l'ADN montrait des marqueurs liés à ces groupes, suggère un réseau de gardiens déplaçant des objets sacrés loin des zones de guerre du Levant. Ensuite, il y a la légende de Prester John. Dans l'Europe médiévale, il y avait une grande croyance en un puissant roi chrétien qui vivait à l'Est. Il l'appelait Prester John. Il pensait qu'il était riche, avait une immense armée et viendrait sauver l'Europe des conquêtes islamiques.
Pendant des siècles, les Européens l'ont cherché en Inde, puis en Asie centrale, et finalement, ils ont décidé qu'il devait être le roi d'Éthiopie. Les historiens rejettent généralement Prester John comme une fantaisie. Mais regardez notre prêtre marchand. Il était riche. Il était connecté à l'Inde et à la Perse. Il était chrétien. Peut-être que la légende de Prester John n'était pas un mythe total. Peut-être que c'était un jeu de téléphone déformé, basé sur des rapports réels de ces princes marchands riches puissants et d'ascendance mixte vivant dans les hauts plateaux éthiopiens. Et voici un autre point vraiment fou, les Templiers. Il existe des théories souvent moquées, selon lesquelles les Templiers sont venus en Éthiopie pour trouver l'arche. Il y a des sculptures à Lalibela qui ressemblent étrangement à la croix templière. Avant cette découverte ADN, l'idée de chevalier français traînant en Éthiopie semblait impossible. Mais maintenant, nous savons que la porte était ouverte. Nous savons que les routes commerciales étaient actives. Si un marchand de Shiraz pouvait être enterré dans une tombe royale, pourquoi un chevalier d'Europe ne pourrait-il pas faire le voyage ? Les Templiers ont-ils appris leurs secrets architecturaux des Éthiopiens, ou était-ce un échange bilatéral de connaissances interdites ? Certains chercheurs ont même souligné que les techniques de taille de pierre à Lalibela partagent des similitudes troublantes avec les traditions maçonniques. S'il existait une fraternité mondiale de bâtisseurs, une guilde médiévale d'architectes se déplaçant entre l'Inde, la Perse et l'Afrique, alors Lalibela n'est pas juste une église. C'est une bibliothèque de pierre préservant les secrets d'ingénierie d'une civilisation perdue. Pensez-vous que l'Arche de l'Alliance est vraiment là, gardée par les descendants de ces alliances secrètes ? Faites-moi part de vos théories dans les commentaires ci-dessous. Cela change tout et je veux savoir ce que vous en pensez. Si vous avez apprécié cette plongée dans les secrets du passé, assurez-vous de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner.